Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers aimables téléspectateurs de la radio et le message de vie, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour le compte de votre émission Point de Vie. Aujourd'hui, c'est le grand plateau avec le président Bienveni Bambale. Je ne serai pas seul, je serai avec Bagbotona, bonjour. Mon confrère de la rédaction, ensemble avec le président Bienveni Bambale pendant 45 minutes, nous poserons des questions politiques et il va nous répondre par rapport à sa vision, par rapport à l'avenir de notre beau pays, le Congo. Président Bienveni Bambale, bonjour. Oui, bonjour, cher Mébili. Nous sommes aujourd'hui dans votre bureau. C'est pour cette émission plateau spécial. Je suis accompagné avec mon frère Bagbotona. D'abord, l'état de la santé de votre parti MJC. Moi, je me porte bien, également le parti politique aussi. Merci. Bagbotona, première question. Bonjour, Président. Bonjour. Oui, nous sommes très heureux d'être ici chez vous. Et puis, je m'attarde beaucoup plus sur la question de mon enseignant. Il y a récemment l'évasion de la prison centrale de Makala par de certains détenus, dont le nombre exact n'est pas connu jusqu'à là. Le gouvernement, pour sa part, n'a pas non plus communiqué les chiffres exacts quant à cette évasion. Est-ce que croyez-vous réellement à ce travail ou à cette bonne volonté d'avoir un jour les chiffres exacts sur le nombre des évadés à la prison centrale de Makala? En tout cas, pour ma part, cette évasion, c'est vraiment une évasion, on pourrait dire, comme je dirais, un film, pour prise d'une braque. Puisque c'est pas normal que dans un pays qui se respecte, un groupe de personnes avec des soi-disant, je dirais, machettes ou handicap, qu'ils aillent prendre d'assaut, je dirais, en prison, pour faire évader leurs responsables. Donc cette évasion, pour ma part, c'est trop gros pour être vrai. Parce qu'aujourd'hui, mon enseignant, il n'a pas des gens formés. Pour vraiment faire évader quelqu'un, il faut des professionnels. Donc avec chrono, de gros moyens, matériel, véhicules. Parce que quand on voit cette évasion-là, il n'y a pas une résistance de la part de nos policiers à l'intérieur. Il n'y a pas eu des échanges de coups de feu. Mis à part les véhicules qui ont eu feu, qui étaient incendiés volontairement, je dirais, à la sortie. Donc cette évasion, pour ma part, je dis, c'est clairement, est-ce que c'est une évasion normale, mais une évasion forcée. Donc c'est là qu'il faut qu'on se pose maintenant la question, qu'on se pose réellement la question, est-ce que ils ont été aidés par des spécialistes pour réaliser cette évasion-là, ou bien c'est une évasion, je dirais, organisée, parce que dans la même foulée, 24 heures après, la même évasion qui s'est déroulée à Kassangoulou. C'est trop gros, c'est trop gros pour être vrai dans cette histoire. Qui, selon vous, peut être les principaux instigateurs par rapport à ces phénomènes? Parce qu'après Makala, c'est maintenant Kassangoulou. Donc, qui, selon vous, c'est quelle hypothèse qu'on peut privilégier pour l'instant? En tout cas, pour ma part, vu que le dossier est à l'instruction, je sais bien que mon enseignant, il était l'allié du gouvernement. Ok? Ils se sont tirés le bec, puisqu'il n'a pas peut-être reçu à l'époque son dit qu'il réclamait. On a vu ces vidéos à l'époque, il a même fait des outrages au chef de l'État. Il réclamait 13 millions, je ne sais pas quoi. Et c'est pour cela aussi qu'il est parti en prison. Avant même qu'on puisse l'arrêter, il s'est enfermé chez lui pendant 2 semaines. Ils n'ont pas pu le déloger chez lui. Après, bon, il a été arrêté, il y a eu l'ordonnance en disant qu'il devait être assigné à résidence. Mais après, ça a été changé, on l'a envoyé en prison. Maintenant, un homme comme ça en prison, qu'il arrive à s'évader, pas tout seul, qui vit tout en prison. Je dirais, ce type aujourd'hui, si c'est lui qui l'a fait, il devient un professionnel. Ça veut dire que demain, il a une force, peut-être d'aller faire un coup d'État, quelque part. Peut-être demain, comme il est parti, il peut nous couper le Congo central, qui est dans son souhait, et que le Congo central devient un pays dans sa folie, excuse-moi. Puisque c'est lui-là, il a peut-être un projet, mais pour moi, c'est un projet macabre. Je souhaiterais pas que le Congo soit balkanisé de la sorte. Donc, si demain, c'est M. Lédéor par lui-même, avec ses projets macabres, de nous couper le Congo central, je pense que le Congo est parti pour être coupé en plusieurs morceaux. Merci. Bienveni Bambale, président d'un parti politique. Est-ce qu'aujourd'hui, nos partis politiques forment et encadrent la jeunesse? Je pense que, pour ma part, c'est ça ma priorité. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup de partis politiques qui deviennent des partis de mallettes. Aujourd'hui, il n'y a pas les enseignements. Donc nous disons à l'MJC, notre vraiment cheval de bataille, c'est l'enseignement. Tout enfant est un nom de Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un enfant voulu, pas voulu, quand il arrive au monde, il faut qu'il soit chéri, choyé pour que cet enfant-là puisse demain devenir quelqu'un dans la société. Donc nous enseignons nos jeunes gens de prendre la prise de conscience pour demain qu'ils soient des parents responsables. Donc,
Au lieu d'avoir une grosse taille des familles, plutôt nous partons sur la qualité, ce n'est pas la quantité. Nous voulons des gens qui deviennent responsables. Au lieu d'en faire 10 enfants, peut-être vous en faites 2 ou 3, être à mesure de les donner à manger, de les élever, qui partent à l'école. Nous voulons envoyer dans la société des gens responsables. Nous voulons des filles qui peuvent travailler, aller à l'école, qui soient traitées à l'égal comme un garçon. Donc, nous avons des enseignements qui font qu'aujourd'hui, nous voulons créer une nouvelle société dans la société. Avec des gens, vraiment de bons vieux mers, des gens, je dirais, justes et droits. C'est ça notre souhait de MJC. Faire l'éveil patriotisme, prise de conscience. Et puis transmettre le courage pour que chacun aille chercher ce que l'on ne donne pas. Nous avons une crise politique dans notre pays. Selon vous, Président Bienvenu Bambalé, qui est l'acteur principal de cette crise politique et la source, la providence de cette source que nous subissons aujourd'hui dans notre pays? En tout cas, il faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, nous avons un problème. Le problème, c'est qui? C'est le chef de l'État. Hein. Vraiment, on n'a même pas besoin de réfléchir. Le chef de l'État, son mandat est fini. Qui veut rester au pouvoir. Il a réussi à avoir géré son glissement par le premier dialogue de l'OIA, et puis la Cour l'a béni pour qu'il reste jusqu'à ce qu'il y aura les élections, l'arrêt 70. Donc, aujourd'hui, le chef de l'État, il est là, mais sans l'aval du peuple. Parce que normalement, il était élu pour un seul mandat renouvelable. Et son mandat est fini, et lui en disant qu'il n'a pas pu faire les élections, il veut du temps pour faire les élections. Mais c'est très bien, mais ce n'est pas notre problème. Il devait y penser à faire les élections en temps et à l'heure, comme un bon père de famille. Aujourd'hui, le problème du Congo, c'est lui. Si demain, il avait fait les élections en temps et à l'heure, je pense que ces conflits que le pays traverse ne devaient pas avoir lieu. Oui, rendons-nous au Kasaï. J'aimerais savoir, disons, on peut fixer l'opinion des experts qui nous suivent en ce moment, qui sont responsables vraiment des violences au Kasaï, dans les 3 Kasaï actuellement. Parce que là, on a découvert il y a récemment des fausses communes et puis les principaux auteurs ne sont pas encore connus. Est-ce que peut-on croire à l'hypothèse selon laquelle l'honorable Clément Kapou est vraiment principal? Comme on dit, il est dans le collimateur de la justice de la communauté internationale. Il est cité comme étant l'auteur de certaines violences dans ces provinces de Kasaï. Dans ce réseau, dans ce coin, il y a 3, je dirais, auteurs qui peuvent être de responsables. Premièrement, moi qui viens de la diaspora, nous sommes au courant qu'aujourd'hui, il y a eu une découverte au niveau des Kasaï, de gros vraiment, gisements, des ressources, de mines. Aujourd'hui, c'était le cas pour qu'on puisse déplacer la population pour exploiter ces gisements. Et quand ils avaient approché les chefs coutumiers, comme on en sait pour, ils avaient refusé de déplacer la population. Ça, c'est un. C'est par là que ses amis ont commencé. C'est par là qu'aussi il a pu obtenir aujourd'hui, je dirais, avoir la mort, tout ce qui suit. Ce n'est pas, je dirais, un conflit des coutumiers pour l'héritage des coutumiers. C'est le sous-sol du Congo qui pose problème. Ce sont les richesses qui sont là, dans ce coin-là, qui sont aujourd'hui découvertes par nos satellites. Et c'est par là où tout ça a commencé. Et après, dans tout cela, c'est vrai, il y a des commanditaires. Il y a des grands chefs qu'on ne les voit pas, qu'ils envoient leurs petits soldats, leurs lieutenants. Maintenant, si Clément Kankoul était cité comme un lieutenant, pourquoi pas? Je ne suis pas le juge. Donc, il faut qu'il prouve sa culpabilité ou bien qu'il prouve son innocence. Donc, qu'il appelle ses avocats, qu'il se défend par rapport, je dirais, à ses arrestements, à ce que c'est sa voix, c'est pas lui, parce qu'on peut aujourd'hui vérifier le dire de quelqu'un. Nous avons des appareils qu'on peut vérifier réellement si c'est moi qui parle ou bien si c'était touché. Donc, je pense qu'il y a eu trop de morts dans le Congo. C'est pas seulement aujourd'hui, on parle de Kasaï. L'accord qui avait fini avec ses alliés n'a pas été respecté. Il a fait volte-face. Suite à cet manquement de la parole que lui-même osé a manqué, ça a causé sa perte. Aujourd'hui, ses alliés, comme ils n'ont pas reçu leur part de Buftec, c'est eux qui nous combattent. Tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui, à l'Est et par-ci par-là, sont créés par qui? Par ses anciens alliés. Béni, qui vous aujourd'hui, ce sont ces alliés d'auparavant qui nous créent des problèmes. Aujourd'hui, le Congo est victime de ces libérateurs de la fois passée. Ils nous ont libérés, mais qui ne veulent plus nous lâcher prise. Ils nous prennent encore, je dirais, en otage. Il faut que réellement que nous puissions dire clairement, monsieur, vous avez fait un travail de nous libérer, il faut que vous puissiez partir, nous rendre notre liberté. Et puis, malheureusement, nos responsables, ils sont encore répartis dans ces relations que lui-même, le père, avait dit de rompre
Mais ceux qui ont cédé, ils sont partis encore dans ces relations. Aujourd'hui, le Congo est victime de sa richesse, est victime de ses relations avec ses voisins. À qui va profiter ces violences au Kasaï? Est-ce que ça profitera au gouvernement pour ne pas organiser les élections aussitôt possible ou par l'accord, disons par la date citée dans l'accord du 31 décembre, ou c'est tout simplement un fait hasard qui paraît, qui surgit parce qu'on attend par-ci par-là, tantôt on aura des élections sans ou avec les Kasaï, c'est possible aussi. Les deux hypothèses ne sont pas écartées jusque-là, c'est plausible. Alors quel avenir, à qui profite réellement la violence au Kasaï? Alors la violence dans le monde entier, ça profite aux trois personnes. Premièrement, aux vendeurs d'armes, puisqu'ils vont vendre leurs armes, ils vont vendre leurs munitions, aux chefs de guerre qui travaillent pour ces vendeurs d'armes, et puis aux petits, soi-disant responsables qui sont nos présidents, puisqu'ils veulent se pérenniser au pouvoir. Donc aujourd'hui, le Kasaï est victime de ses richesses. Le Congo est victime de ses richesses. Aujourd'hui, comme disaient les chefs d'État ou notre président, il devait faire les élections en temps et à l'heure. Malheureusement, il s'est dit qu'il n'a pas eu le temps ou le moyen pour faire les élections. C'est là où aussi notre problème a commencé. S'il avait fait les élections en temps et à l'heure, je pense que ces conflits aujourd'hui que nous traversons, le politique avec lui, ne pas avoir lieu. Donc, si nous avons un climat d'insécurité au pays, c'est vrai qu'on n'aura pas, on ne pourra pas faire l'enrôlement dans tout le pays. Parce qu'aujourd'hui, j'avais entendu Nanga qui disait que si nous voulons aller aux élections, nous devons exclure Kasaï dans le cadre pour aller faire les élections. Donc ça devient une zone tampon. Nous, on fait les élections, mais sauf Kasaï, balkanisation. Mettons mon Assemi qui est en cavale, qui va aller prendre le Congo central, lui aussi, il va créer une zone tampon. Donc du coup, nous allons avoir zone tampon au niveau de Kasaï, zone tampon au niveau du Congo central. Dans le pays, sur 26 provinces, on aura 2 provinces qu'on peut plus mettre pied. Ils peuvent aussi mettre un autre drapeau. On peut appeler demain la République, je ne sais pas quoi. Donc, le Congo est balkanisé. Comment voulez-vous aller aux élections? Et puis le pays, il est dans l'insécurité, il refuse l'ingérence extérieure. Pourquoi c'est là? Parce que s'il y a la gérance extérieure, on peut avoir un gros droit des regards, un coup d'œil, un peu d'aide aujourd'hui. Ils ne veulent pas que les gens de l'extérieur viennent voir ce qui se passe chez nous. Ils ne veulent pas tendre la main parce qu'aujourd'hui, pour faire les élections, il faut de l'argent. Notre PIB est 48%, nous manquons l'argent, 52%, c'est l'extérieur. Si nous refusons l'aide extérieure, si nous refusons les FMI, si nous refusons la Banque mondiale, d'où trouverons l'argent pour faire les élections? Maintenant, on a créé sciemment l'insécurité. Pour combattre l'insécurité, il faut l'argent. Il faut que tous nos hommes soient dehors. Pendant ce temps, il faut qu'ils soient payés. Puisque dans le temps normal, peut-être, nos effectifs ont travaillé à 3000 policiers. Et comme maintenant, il y a l'insécurité, on doit doubler l'effectif. Donc, du coup, ils vont travailler dehors. Il faut le payer encore plus. Donc, du coup, il faut l'argent. Donc, payer l'argent pour vraiment combattre l'insécurité, pour restaurer un état des droits. Maintenant, trouver l'argent pour faire les élections. Donc, nous sommes partis pour qu'il n'y ait pas d'élections cette année. Merci, Président. À vous attendre parler, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nos acteurs politiques manquent la vision et la leadership pour diriger ce pays? Et votre analyse sur la gestion de notre pays actuellement? En tout cas, pour ma part, c'est pas faux. Moi, vous savez la chance que j'ai, je ne suis pas politicien, je suis entrepreneur. Mais vous êtes déjà dans la politique aujourd'hui? Oui, en devenir. Nous sommes des gens qui sont censés à réfléchir. Nous sommes, excuse-moi, mais des penseurs, des cerveaux. En politique, aujourd'hui, nous avons des gens qui sont doués à faire de coups bas. Et la vision, et pour concrétiser, ils ont passé là. Le problème, c'est qu'ils arrivent au pouvoir, ils ont un levier important pour aider la population, pour créer des emplois, pour bénir les gens, mais ils ne savent pas s'en servir. C'est pour cela que des gens comme nous quittons nos costumes d'entrepreneurs pour aller chercher cet levier qu'ils ont pour servir la population. Il y a autant d'argent au Congo pour partager aux populations. Il y a tant de biens, mais malheureusement, ils sont là-dedans, ils ne veulent pas en partager, ils ne veulent pas distribuer au Congo. Et puis ça n'a pas diversifié notre économie. Depuis 1960, nous sommes bloqués dans nos petites économies, excuse-moi, formelles, nos minéraux, on ne sait même pas les transformer. Nous vivons encore 50 ans après, à l'âge des pierres au Congo. Alors aujourd'hui, on pourrait avoir des firmes pour transformer nos pierres, pour transformer nos fers, pour enseigner à nos enfants c'est quoi nos fers. Alors ce sont des choses qui nous apportent plus d'argent, mais on n'a pas la maîtrise de ça. Nous laissons des étrangers avoir la maîtrise sur notre richesse, nous-mêmes on ne maîtrise pas. Donc nous laissons nos enfants aller suivre des cursus
qui ne sert à rien. Moi, j'ai un projet, excuse-moi, je peux dire clairement, de réformer l'enseignement primaire, secondaire, universitaire. Aujourd'hui, moi, je suis un pire produit de l'Europe. Les Blancs nous ont laissé suivre des cursus aujourd'hui où, à la fin, on a un diplôme mais pour aller travailler pour eux. Parce que la population européenne, c'est une population vieillissante. Ils ont besoin des immigrés pour aller travailler pour eux. Donc nos études, nos diplômes que nous allons avoir ici, ça ne nous permettra pas de vivre ici, de rester ici. On sera lésé, on sera censé à quitter, aller travailler chez eux. Maintenant, j'aurais voulu réformer l'enseignement primaire et secondaire et universitaire pour que nos enfants qui sont nés ici, qui travaillent pour le Congo. Parce que le Congo a besoin que ses fils restent ici. Dans quel sens aujourd'hui aller dans nos domaines, je dirais, miniers, dans le domaine, je dirais, nationaux. Aujourd'hui, nous avons les éléments de la nature, nous avons l'eau, la forêt, que nos enfants comprennent c'est quoi, je dirais, coton, c'est quoi le cuivre, c'est quoi les diamants, on en fait quoi. Donc, ce sont des richesses que nos enfants vont, mais s'ils maîtrisent ça demain, nos enfants seront à mesure de pouvoir protéger notre richesse. Mais malheureusement, actuellement, nous avons toutes les richesses entre les mains des expatriés. On n'est pas capable demain à donner un diagnostic sur quoi que ce soit, sur nos terres, sur quoi que ce soit. Merci. Bruno Tshibala est investi aujourd'hui. Nous avons tous attendu son programme. Est-ce que nous avons besoin aujourd'hui de l'appui de la Banque internationale, la FMI, pour que nous puissions avoir les élections dans notre beau pays, le Congo, ou nous avons besoin encore d'un troisième dialogue pour aller aux élections aujourd'hui, président? Dans votre question, il y a deux réponses. Aujourd'hui, sans l'apport extérieur, on ne pourra pas aller aux élections. Ils avaient un budget de 4,5 milliards. Ils ont déjà gratté une partie, il reste à 2,5 milliards. Avec ces 2,5 milliards, et l'insécurité qui vient aujourd'hui de créer inconsciemment, il ne pourra plus faire les élections. Aller aux élections, si le pays est dans l'insécurité, c'est impossible. Aujourd'hui, je pense que ce gouvernement devait envoyer un message fort. Donc nous avons besoin aujourd'hui d'une transition de 3 ans. Si vous permettez. Oui. Dans ma réflexion, j'aurais voulu dire ceci pour que, vraiment qu'on le prenne au sérieux, Tshibala et son président, devaient d'abord demander la démission de 3 personnes. Le ministre de la Défense, l'Intérieur et puis Justice. Pourquoi? Parce que ce qui vient de se dérouler aujourd'hui, si c'est réellement c'est mon ACMI, il faudrait que ces 3 personnes démissionnent. Pour déjà rassurer le peuple en disant que oui, ils veulent faire un travail et puis envoyer un message fort à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit au Congo, on dit voilà, c'est vrai, il y a une grande prison centrale où les gens se sont évadés. On parle de 4600 évadés. Je vous garantis, un expatrié, un Français, un Allemand, un Italien, que vous voulez venir au Congo investir, il ne vient pas. Il dit le pays il est en sécurité, vraiment en insécurité. Donc pour rassurer en disant que oui, s'ils ont peut-être limogé des responsables de pays de haut niveau, ça veut dire qu'ils veulent les remédier. Ça c'est un. Et puis demain, ils peuvent aller frapper la porte de FMI pour demander l'aide. À une condition qu'ils acceptent aussi que le droit des regards. Parce que on ne vous donne pas l'argent si vous ne pouvez pas vous justifier. Donc il faut qu'ils acceptent que FMI, Banque mondiale, ils ramènent le sou qu'on en a besoin. En ce moment-là, on aura de quoi payer nos policiers pour faire la chasse à l'homme, pour traquer les criminels. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte cher. Laisser des hommes 7 sur 7 dehors, il faut les payer, ces gens-là. Ils vont te payer double, parce qu'il y a le prime des nuits. Parce que dans le temps normal, un policier travaille 8 heures par jour. Maintenant, là, ils sont réquisitionnés. Donc, il faut qu'ils travaillent plus. Donc, il faut le payer. Si on n'a pas l'argent pour le payer déjà, donc ça veut dire que l'argent qu'ils avaient peut-être pour faire les élections, ils vont payer nos policiers, nos soldats, nos militaires pour traquer 4000 hommes qui sont peut-être dans la nature. Parmi eux, peut-être il y a des gens dangereux pour la population. Donc, je pense qu'ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils fassent ça. Sinon, leur gouvernement est censé faire comme a fait Dibanga. Et puis pour ma part, ce gouvernement-là, je dirais clairement que c'est comme s'il y a eu un remaniement. Quand on voit les acteurs politiques qui sont là, je dirais 80%, ceux qui étaient dans le passé, ce sont eux qui sont revenus. On voit les dialoguistes des Loya, on voit le gens de la majorité, 80%, on voit également la société civile, et puis l'opposition républicaine sont tous revenus. Lui, je dirais, Tshibala, il est rentré avec un effectif de 20%. Et puis au passage, les gens qui l'ont créé, c'est génitaire, on peut dire ça comme ça. Olingako, Moubake, Katebe Katoto, Roger Lumbala, qui ne sont pas rentrés dans ce gouvernement-là. Ils ont voulu rentrer, les chefs de l'État les a réquisés.
Donc ils sont aujourd'hui réduits à envoyer leurs suppliants aller combattre à leur place. Donc du coup, le combat n'est pas pareil. Alors sachant que Tchibala devait rentrer tant qu'un membre d'opposition pour aller travailler, pour combattre la majorité, pour amener les élections en temps et à l'heure. Maintenant, il rentre diminué. Il n'a pas la main sur les hommes à l'intérieur. Donc, les élections, lui, même s'il veut le faire cette année, mais dans la tête des gens qui sont là-dedans, surtout les gens, les dialoguistes du premier dialogue de l'OIA, pour eux, dans leur résolution, c'était les élections 2018. Peut-être référendum, ou troisième mandat. Donc, du coup, ça les arrange que cette année, il n'y a pas d'élection. Pourquoi? Ils vont encore conserver leur siège. Donc, dans leur tête, s'il n'y a pas d'élection cette année, ils sont contents. Comme ça, ils grattent encore un peu le temps, qu'ils bouffent encore un peu, qu'ils volent encore le Congo, jusqu'à 2018, qu'ils achètent des maisons, après pour faire les élections. Donc, du coup, Dibanga, plutôt Tchibala, il se retrouve dans un gouvernement où il ne pourra pas dicter les choses. Il est là pour faire les salam alaikum, puisqu'il n'aura pas la main, non seulement sur ses hommes, non seulement sur le gouvernement. Oui, je réponds sur votre projet de réformer l'enseignement. Je ne sais pas, puisque vous n'êtes pas acteur politique, comme vous venez de dire tout à l'heure, comment comptez-vous, par quels moyens réaliser, matérialiser ces projets? Parce qu'il vous sera certainement difficile. Tout parti politique a un devoir d'aller conquérir le pouvoir d'État. MJC, c'est le nom qui m'a permis de créer un parti politique. Aujourd'hui, je parle. C'est-à-dire que j'ai dépassé le nom de MJC, je parle au nom du Congo. J'ai un devoir de faire et l'éveil à tous les jeunes du Congo de tous bords. J'ai un devoir de unir les jeunes gens de tous bords. Tous ceux qui font la politique, ceux qui n'en font pas. Pour créer un gros groupe, un gros mouvement, pour que demain nous allons chercher le pouvoir d'État. On ne se cache plus. Nous voulons aller chercher le pouvoir d'État, mais avec la jeunesse. Tous ceux qui sont là-dedans, nous on s'est dit, il faut le mettre tous à la retraite. En commençant par les chefs de l'État et tous ceux qui suivent. Il faut qu'ils partent tous à la retraite. Ils ont tout ce que j'avais déjà servi une fois, ne doit pas redoubler. Si vous êtes déjà ministre une fois, ça suffit pour vous. Vous n'allez plus revenir. Vous devez aller à la retraite, devenir un passé maître pour conseiller. Nous voulons ramener des jeunes gens avec une nouvelle expertise. Au Congo, nous avons des jeunes gens intelligents, des diplômés, des gradués, tout ça, là, les chômeurs. Ils veulent travailler. Il faut que chacun apporte sa pierre dans cette construction de cet édifice. Il ne peut pas laisser les mêmes personnes, dites Mobutu, qui soit là, qui revient. Oh, c'est quoi le Congo? C'est pas une entreprise. On a un devoir de le pousser dehors, de changer tout ça. C'est pas seulement l'enseignement. Et réformer l'armée. Réformer nos relations bilatérales extérieures. Parce qu'aujourd'hui, je suis un produit de l'Europe, je sais qui je suis. On a envie de couper le cordon ombilical. Que le Congo devienne le Congo. Le Kibumuntu, que nous puissions jouir de nos terres, de nos recherches, nous-mêmes. Sans ça, le Congo ne sera pas à nous. Est-ce que vous ne serez pas jugé plus tard comme les autres? Parce que quand vous êtes dans l'opposition, vous clamez haut et fort que voilà, je ferai ceci, je ferai cela. Mais une fois arrivé au sommet ou à la gestion de la chose publique, tout sera jeté dans les oubliettes. Pour ma part, je suis ce que je suis. Il y en a qui comprendront. Je suis un homme juste et droit. Je suis humaniste. Nous voulons le bien pour la population. D'abord, je ne cherche pas à acheter une maison ou des voitures. Pour bâtir, on veut d'abord que le peuple congolais vive mieux chez nous. Le Congo, c'est un pays riche, mais la population vive mal. Pour quelle raison? Que les autres qui aillent bien mieux qui en profitent et que nous soyons esclaves chez nous. Non, moi, je combats cela. Quand on fait la politique, c'est comme l'apostolat. On va servir les autres. Et Dieu nous rembourse peut-être comment il nous bénit d'une autre façon. Mais on doit cesser avec ces politiciens de manchois, du ventre, qui grossit le ventre, qui fait des enfants par-ci par-là, qui ne les lèvent même pas. Merci beaucoup. À vous attendre de parler, les peuples congolais comprennent beaucoup de choses. Aujourd'hui, le monde entier n'est plus invisible dans la nature. Votre vision sur la gestion des prisons dans notre pays. Pourquoi depuis à l'époque de Mobutu jusqu'à l'époque de Kabila fils, on n'a pas beaucoup de prisons? Nous avons que la prison centrale que les Belges nous ont laissée. Des questions. Et si vous pouvez nous dire aujourd'hui, si aujourd'hui MJC est au pouvoir, est-ce que le peuple congolais peut attendre que nous puissions avoir beaucoup de prisons là où on édite la jeunesse à l'intérieur? Vous savez, pour ma part, je ne suis pas pour enfermer les gens pour enfermer les gens. Je me dis clairement que un voleur de poules, celui qui a volé de poules, vous l'amenez en prison, dans une prison normale, il y a tout le monde, ces messieurs-là, à la sortie, vous allez créer un expert, bien un licencié en braquage, puisque la prison, c'est un endroit où les gens, ils ne se forment pas, ils se détruisent. Nous voulons créer des centres de réinsertion. Qu'un jeune gens qui a commis son premier bêtise, qui a fumé un joint, qui a volé un poule,
ne doit pas aller en prison comme ça. On va l'envoyer dans un endroit où il verra les éducateurs. On va l'éduquer, on va les réinsérer dans la société. Un homme qui a commis une bagarre dans la rue puisqu'il s'est emporté, on peut le doter de faire des travaux généraux. On envoie des gens en prison, des gens qui ont fait couler des sangs, qui ont pris un couteau. Ça, c'est des gens qu'on va enfermer. En même temps aussi, il faut les réinsérer. Avoir là-dedans des psychologues, avoir là-dedans des éducateurs. Puisque celui qui va en prison, il faut qu'il devienne normal. La prison, c'est pas, je dirais, l'enfer. On a privé sa liberté, mais ça n'empêche pas qu'on peut l'éduquer. Il faut que dedans, peut-être qu'il y a des livres qu'il a aux bibliothèques, qu'il lise, qu'il peut-être, s'il veut passer son examen d'État, on peut le faire en prison. En France, ça existe. Nous avons des prisonniers qui ont passé le bac, qui sont licenciés en prison. Il sort, il a tous les diplômes. Puisque là-bas, il est nourri et blanchi. On peut en faire ça aujourd'hui. Donc, prison pour prison, ça ne m'intéresse pas. Prison pour gérer la réinsertion, pour l'éducation, oui. Et puis voir quelles sont les infractions. Pourquoi on envoie quelqu'un en prison? Les juges, il faut qu'ils soient indépendants. Qu'on puisse voir cette personne. Un monsieur qui est marié, femme, enfant, une maison, il paye son loyer, il a un travail, il commet un délit peut-être majeur. Quand vous l'envoyez en prison, c'est très bien. D'abord, vous détruisez sa famille. Il perd de sa femme, ses enfants. Donc, tout ça, il faut qu'on voit les paramètres. En Europe, on envoie quelqu'un en prison qui n'a rien peut-être dehors. Ça dépend des infractions. On veut quand même mettre le droit de l'homme à l'avant. On envoie quelqu'un en prison si on n'a pas de garanties. Peut-être cette personne-là, il va se représenter. Quand il a des garanties nécessaires, femme, enfant, maison, tout ça, ces missions-là, on ne l'envoie pas en prison. On peut le mettre sous contrôle judiciaire et puis qu'il vient tous les jours se présenter dans un commissariat. Vous savez, nous avons des expertises. Je suis un produit de l'Europe. Donc, là-dedans, ça va vite. On veut le mettre au service du Congolais. Merci. Des questions pour clore l'émission. D'abord, est-ce qu'on peut savoir quel avenir peut-on, quel avenir vous accordez au rassemblement LBT? Parce que jusque-là, on voit que l'opposition est un peu fragilisée par plusieurs départs, à cause de plusieurs départs, dont certains ténors ont pu quitter récemment le rassemblement à cause peut-être des biens matériels. Est-ce que le rassemblement LBT a-t-il un avenir meilleur? Alors moi je pense plutôt, je vais retourner la question. Je pense que le gouvernement de Tshibala, moi j'ai dit c'est un gouvernement qui a fait du gâchis. Pourquoi c'est là? Parce que du gâchis dans quel sens? Quand ils étaient ensemble, je suis aussi un ancien membre du rassemblement. Je faisais partie. J'ai quitté depuis le 16 décembre. Je suis le premier parti, en tant que visionnaire. Donc aujourd'hui, je dis, Tshibala, ils ont fait du gâchis. Ils étaient restés un groupe important avec des gens, avec beaucoup d'expertise, des gens intelligents, s'il faut le dire clairement. Ils ont disloqué le groupe pour créer leur groupe à eux, en espérant aller au pouvoir. C'est pas faux, puisque le chef d'État avait demandé 3 noms. Moi, j'avais conseillé mes amis de l'imiter, en disant que oui, c'est vrai. L'accord n'était pas pour qu'on donne 3 noms. Il avait demandé qu'on bafoue cet accord. Alors on donne 3 noms, puisque vous avez voulu aller au pouvoir. Bafouez-moi cet accord, donnez 3 noms. Et j'avais même cité Franck Diongo, Félix, je dirais, Chilombo, et puis Franck Diongo. Donnez 3 noms chef de l'État pour qu'il a ce qu'il veut, parce qu'au passage, qu'il nomme Félix. On va le combattre comme vous voulez rentrer à l'intérieur. Mais ils m'ont dit non, si nous donnons 3 noms, chef de l'État, on va aller dans ce sens. Mais malheureusement, dans leur défi, l'autre groupe, les dissidents, comme vous n'avez pas le choix, ils ont donné 3 noms. Et par là, le chef de l'État a mordu la mission. Ah bon, plutôt, il est content. Maintenant, ces groupes aujourd'hui des renseignements, c'est quoi? Ce sont, excuse-moi, des individus. Quand on parle de renseignement, c'est quoi? C'est des plateformes. Là, il y a eu des individus qui sont partis, qui ont créé leur appellation renseignement. Et c'est pas vrai, c'est faux. Mais le chef de l'État divisé pour rien, ça l'arrange lui, parce que c'est des gens qui viennent du renseignement, qui créent les leurs. On appelle ça aujourd'hui les dédoublements des partis. Donc, ils ont doublé leur nom pour devenir renseignement. Donc, inconsciemment, au passage, excuse-moi, ils ont détruit le vrai renseignement. Comme je disais, pour peut-être à l'entrée de leur projet, et même aussi les traîtres qui s'est fait trahir. Ils ont cru peut-être en détruisant le vrai renseignement, ils devaient tous rentrer au pouvoir pour devenir peut-être des ministres. Mais au passage, les chefs de l'État qu'ils avaient recrutés, qu'ils avaient peut-être achetés, ils les ont rejetés à la fin, ils ne sont pas rentrés au pouvoir. Ils sont maintenant réduits à envoyer leurs suppliants. Aujourd'hui, le renseignement illimité n'est pas fragilisé. Parce que ceux qui sont restés dehors, c'est vrai, ce sont des diplomates, des intellectuels, des entrepreneurs, des hommes d'État.
Mais ceux qui sont partis, c'est des chefs de guerre, des chefs coutumiers, des chefs des quartiers. Donc, aujourd'hui, les relations extérieures, ils n'ont pas. Les carnets d'adresse, ils n'ont pas. Les hommes instruits, ils n'ont pas. Aujourd'hui, si c'est eux là même qui devaient aller demain à la tête du pays, sans d'autres personnes, je crains qu'on n'aura que de dialogue. Aujourd'hui, les chefs de l'État ne les ont pas laissés à l'intérieur, les a mis de côté. Donc, putain, donc selon vous, Félix Tshisekedi a la carrure de Félix Tshilombo Tshisekedi a la carrure de Etienne Tshisekedi pour bien conduire les rassemblements ou l'opposition dans son entièreté. Même s'il y a eu scission, il y a eu, comment dirais-je, l'opposition était éprouvée par la mort de Sphinx et de Limité. Non, carrure vous jetez votre dévolu sur Félix Tshisekedi. Non, alors, je vais rectifier le mot. La carrière, c'est chacun, chaque personne est unique. Je suis le fils de mon père. Je ne serai jamais mon père. Pas comme mon père. Il peut faire plus que son père. Alors, ça c'est à lui de prouver. Des fois, il y a des lions qui font des moutons. Donc, chaque fils est le fils de son père. Des fois, les pères a plus, je dirais, que... Parce que dans chaque enfant, il y a des mélanges. Hein. Il y a les sons de mère et le père en même temps. Des fois, le fils de votre fils à vous, il a pris aussi beaucoup de côté de sa mère. Ça dépend si vous avez beaucoup.